Bonjour Franck Louvrier. Bonjour. L'Opinion explique ce matin que François Baroin n'ira pas à la présidentielle. C'est ce qu'il fait savoir à beaucoup d'élus, des Républicains en ce moment. Les chances de la droite se rétrécissent un peu plus pour la prochaine présidentielle? Non, c'est vrai que c'est un regret parce que François Baroin est quelqu'un de très grande qualité, mais vous savez, on ne doit pas imposer son candidat. Et en tout cas, on ne doit pas lui imposer d'être candidat. Je pense que la fonction est tellement difficile, tellement compliquée. On ne peut pas être candidat malgré soi. Exactement. Non, je pense qu'il faut vraiment être totalement motivé, si ce n'est même concentré sur ce challenge d'une certaine façon. Donc, il faut respecter son choix si c'est le cas et surtout se concentrer sur les deux élections à venir déjà, parce qu'avant les présidentielles, il y a les régionales et les cantonales. L'un des éléments qui a pesé dans sa décision, manifestement, c'est le fait qu'il n'était pas certain d'avoir le soutien de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes un des très proches. Ça veut dire quoi? Que l'ancien président est toujours celui qui fait le jeu à droite de l'échiquier politique? Non, je pense que Nicolas Sarkozy a beaucoup d'amitié pour François Baroin, mais vous savez, il a fait un choix qui est un choix lui aussi personnel, c'est de se retirer de la vie publique. Et donc de ce fait-là, il ne va pas y rentrer ni par la fenêtre, ni par le vasistas. Donc il ne va pas aller soutenir l'un ou l'autre candidat. Il souhaite avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça. Malgré tout, il sait faire savoir quand il soutient un tel ou un tel. Non, mais je pense vraiment qu'il n'a pas l'esprit à vouloir s'engager aujourd'hui dans un combat présidentiel. Ce n'est pas du tout son objectif. S'il n'y va pas lui-même, ce n'est pas pour le faire par intermédiaire. Sur la façon de faire de François Baroin, pas d'annonce publique. Il fait comprendre autour de lui qu'il ne sera pas présent à cette compétition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah écoutez, il a fait un choix qui est un choix discret, mais parce qu'il n'a jamais été candidat. Donc il n'y a ni recul ni avancement. Il y a un état de fait qui fait qu'il n'ira pas à cette élection. En tout cas, il semble faire passer ce message-là. Donc à partir de ce moment-là, respectons à la fois le choix de fond et le choix de forme. C'est pas les envies qui manquent à droite par ailleurs. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, il y en aura peut-être d'autres d'ici 2022. Est-ce que vous avez déjà une préférence? Non, mais en tout cas sur la méthode, j'ai déjà une préférence. Je ne pense pas qu'il faut qu'on aille vers une primaire ouverte parce qu'on a vu le résultat. Mauvais souvenir. Bah, écoutez, oui, soi-disant c'était fait pour éviter d'avoir un candidat de l'extrême droite au deuxième tour des élections présidentielles. On a vu le résultat. Donc choisissons plutôt la voie de la Ve République, c'est-à-dire que les Français désignent eux-mêmes leurs candidats et à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui naturellement pour vous va se détacher au sein de la droite? Mais rappelez-vous au mandat précédent, le président actuel n'est apparu sur l'échiquier politique qu'en fin d'année précédente. Ben, écoutez, on verra ce qui se passera en fin d'année précédente, c'est-à-dire en fin de cette année ou début d'année prochaine. Le fait qu'il y ait des candidats au sein du parti, et puis d'autres du Parti Les Républicains, puis d'autres qui ont pris leur distance, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, ça complique un peu les choses. Mais vous savez, la fonction d'un parti politique, c'est pas d'une certaine façon, pousser un candidat. C'est bien sûr qu'il peut y avoir des candidats en son sein, et c'est tout à fait normal, mais c'est plus large. Vous vous adressez à 63 millions de Français, donc vous vous adressez à l'ensemble de la population française. Donc ce n'est pas les partis qui font les candidats. Les partis peuvent être un moyen de pouvoir accéder au pouvoir, mais ce n'est pas le seul et l'unique. À quel moment les choses vont se décanter, selon vous? On sent qu'il y a en ce moment... On a qualifié ça dans certains journaux d'un moment Xavier Bertrand. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il a une longueur d'avance? Est-ce que c'est trop tôt? Moi, je pense qu'il faut attendre les échéances précédentes, c'est-à-dire les échéances locales, territoriales, pour pouvoir après se préoccuper de l'élection présidentielle. Vous savez qu'on a des élections l'année prochaine, au mois de mars. Je pense qu'au printemps prochain, on commencera à se dessiner sans doute les profils des personnes qui pourront pouvoir concourir à cette élection suprême. Alors vous disiez le rôle d'un parti, c'est pas de sélectionner un candidat en quelque sorte. En revanche, c'est de faire émerger des idées, de pousser des thèmes. Sur quoi elle va se jouer cette élection 2022 pour vous? Je pense que l'élection 2022 ça va se jouer sur la protection. Protection des biens et des personnes, protection de l'environnement, protection de tous ceux qui nous sont chers, aussi bien le monde, je dirais, humain que le monde animal, par exemple. Donc, on a vraiment, sur le thème de la protection, quelque chose à développer aujourd'hui dans un programme présidentiel. Les néonicotinoïdes, leur autorisation a été votée pour 3 ans pour la betterave hier par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Oui, je pense que c'est très bien d'avoir pris un peu plus de temps. Comme vous savez, il y a une filière qui est la filière betterave qui a été mise en danger en la matière sur ce sujet. Et donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas changer les comportements, et notamment de nos amis agriculteurs. Mais vous savez, moi, j'ai toujours défendu l'agriculture française, mais je pense qu'il faut aussi s'adapter par rapport à leur économie. Et
comme vous savez, il y a des filières, on a vu par exemple la cerise a complètement disparu quasiment de la production française parce qu'on a fait des choix qui ont permis à d'autres pays de se développer, pas le nôtre. Donc il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on perde non plus sur la production de la betterave sucrière et donc prendre le temps de pouvoir s'adapter. C'est pas embêtant pour donner un cap, de prendre des mesures puis de revenir en arrière dessus? Quel est le signal qu'on envoie? Ça, c'est sans doute le précédent gouvernement qui avait dû faire des erreurs. Mais en tout cas, parce qu'il a voulu aller trop loin de façon idéologique. Donc aujourd'hui, la décision qui est prise, c'est dans 3 ans. Et dans 3 ans, il faudra prendre des mesures. L'INSEE vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'automne et pour la fin de l'année. En tant que maire, et notamment maire d'une station balnéaire, quelle est votre perception des choses? Où est-ce qu'on en est sur les répercussions économiques de cette crise sanitaire du Covid? C'est très simple, c'est-à-dire que l'été, notamment dans les villes touristiques, a été un bon été. Et ça, personne ne peut le nier, sauf sur certains secteurs, notamment je pense à l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire les campings, ou des secteurs comme les traiteurs qui ont subi énormément de difficultés, ou les discothèques. Mais sinon, globalement, en matière touristique, c'est plutôt positif. Maintenant, comme vous savez, un bilan et un compte de résultat, c'est sur 12 mois. Et qu'il y a eu 3 mois de trous. Et donc les rendez-vous, malheureusement, sont à la fin de l'année. Est-ce que chez vous, l'absence des touristes étrangers a été compensée par davantage de touristes français? Clairement, nous avons eu une très bonne clientèle française qui est venue et qui a choisi plutôt La Baule et son environnement que l'étranger ou des destinations plus lointaines. Donc c'est vrai que ça a permis aussi de redynamiser à la fois le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Comment vous vous adaptez? Quelles mesures on peut prendre pour faire face à ces nouveaux comportements? Et est-ce que vous anticipez qu'ils puissent être durables? Oui, nous comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plus une station balnéaire, c'est une ville balnéaire, c'est une ville à l'année. Et donc, on veut vraiment insister sur le fait que maintenant, on peut recevoir tous ces télétravailleurs. On peut vivre au pays des vacances, c'est La Baule. Et de ce fait-là, vivre à l'année, c'est important parce que nous, ça permet aussi à notre ville de pouvoir faire travailler notre industrie touristique et autres sur les 12 mois. Ça, c'est un phénomène vraiment que vous constatez depuis les derniers mois, une forte demande pour des gens qui peut-être, par exemple, quittent la région parisienne ou continuent d'y travailler, mais viennent se loger dans une région comme la vôtre? C'est une vraie révolution. C'est-à-dire que le Covid a eu, bien sûr, et a ses angles négatifs, mais aussi ses points positifs. Et il est vrai que là, aujourd'hui, nos communes, comme celle de La Baule, aujourd'hui, accueillent de plus en plus de gens qui veulent vivre à l'année, qui veulent autant la qualité de vie que le niveau de vie. Et c'est vrai que quand on est à 3 heures de Paris, on peut vivre de façon agréable, au bord de la mer, vivre, comme on dit, au pays des vacances, et travailler même au pays des vacances. Donc c'est vrai que le développement maintenant de la technologie, des espaces de coworking, tous ces outils qui permettent d'accueillir notamment tous ceux qui en ont un petit peu marre de la vie urbaine. Globalement, même si la Loire-Atlantique est relativement peu touchée par le virus, comment est-ce que vous jugez la gestion de cette épidémie par le gouvernement, à la fois sur le plan sanitaire et puis sur le plan économique? Moi, je pense que le gouvernement a raison de faire confiance au couple maire-préfet, parce que c'est du sur-mesure. C'est du cas par cas. On peut pas payer... constatez que c'est effectivement le cas chez vous, par exemple? Bah oui, on ne peut pas payer la même addition lorsque vous n'êtes pas touché par le virus que lorsque vous l'êtes énormément. Donc il faut faire attention à ça. On est un pays qui doit aussi s'adapter par rapport à l'évolution du virus lui-même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu, avant le confinement, les difficultés qu'il y a eu à s'adapter par rapport à la fois au développement du virus, aux mesures qu'il fallait prendre. Maintenant, il faut faire du cas par cas. Les incertitudes autour, alors on a eu les masques à une époque, maintenant c'est les tests qui ne fonctionnent pas très bien. Tout ça, ça crée un climat qui n'est pas très propice à la confiance, donc à la consommation, l'investissement, tout ce qui peut faire redémarrer une économie. Oui, et puis surtout, je pense qu'il y a eu un manque de prévention en la matière. On a bien vu, on est arrivé très tard sur la fourniture de masques, on arrive très tard sur la fourniture de tests. Donc il faut vraiment redonner confiance. Et pour redonner confiance, il faut d'abord faire beaucoup de pédagogie et aussi de communication. Est-ce qu'un autre gouvernement aurait fait mieux? C'est un phénomène totalement inédit, cette pandémie. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus critiquer pour critiquer. Je pense qu'il faut essayer d'être constructif. Jean Castex essaye de faire le maximum pour pouvoir accompagner l'ensemble des territoires dans une bonne politique, mais surtout une politique qui doit être une politique locale et pas uniquement nationale. Vous parliez de Jean Castex, sa volonté affichée, c'est justement de renouer un lien avec les territoires. On avait beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'avoir négligé ce lien au début de son mandat. Vous voyez, vous, une différence en tant qu'élu local? Oui, clairement. Moi, j'entends bien son action. En fin de compte, on comprend ce qu'il fait. Et en tout cas,
moi, il y a une chose qui est formidable, c'est que c'est un élu local. Donc il connaît aussi bien les préoccupations des départements, des régions, des villes. Et on le voit bien dans ses réactions. Ce sont des réactions toujours qui sont pesées, mais qui sont aussi très claires. Donc mon sentiment, c'était sans doute le bonhomme à la bonne place. Maintenant, il faut qu'il ait la marge de manœuvre du président de la République. Merci beaucoup, Franck Luvrier. Merci.